Les châteaux forts sont emblématiques du Moyen-Âge. On peut en admirer quelques-uns des plus magnifiques exemples en France et en Grande-Bretagne. Malheureusement, la plupart d'entre eux ne sont plus que ruines, et la manière dont ils étaient édifiés reste en partie une énigme. Mais aujourd'hui, l'historienne Ruth Goodman, ainsi que les archéologues Tom Pinfold et Peter Ginn, vont remonter le temps et lever le voile sur les secrets des bâtisseurs de châteaux forts. C'est la high-tech médiévale. Les châteaux forts sont apparus en France vers l'an 1000 et ont été introduits en Grande-Bretagne lors de la conquête normande en 1066. 3, 2, 1, tirez! C'est aussi en France, en Bourgogne, qu'a vu le jour la plus grande expérience archéologique du monde, le château de Guédelon. Ce vaste projet, qui s'étend sur 25 années, vise à construire un château de fond en comble à l'aide des mêmes outils, techniques et matériaux que ceux disponibles au XIIIe siècle. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts sur le terrain. 6 mois durant, Ruth, Peter et Tom vivront comme au Moyen-Âge. Ils vont découvrir le rude labeur de construction, Ça s'encastre. mais aussi la vie quotidienne, les coutumes vestimentaires, Ton plat sent jusqu'ici. la gastronomie et les techniques de combat de l'époque. Voici enfin dévoilés les secrets des châteaux forts. Nous voici au mois d'avril. Depuis son arrivée il y a un mois, l'équipe a appris d'anciens savoir-faire des tailleurs de pierre de Guédelon. Parfait. Bien! Elle s'est également installée un camp de base dans l'ombre du château. Construire un château nécessite une main-d'œuvre considérable qu'il faut bien loger. Le XIIIe siècle fait partie de l'âge d'or des châteaux forts. À l'époque, les sanglantes croisades et les âpres luttes dynastiques amenaient les tactiques de défense et les fortifications à évoluer sans cesse. Les dynasties médiévales cherchaient à étendre leur influence et à protéger leur butin. Elles construisirent d'imposants châteaux en pierre, non seulement pour asseoir leur pouvoir, mais plus encore pour résister aux attaques. À présent, l'équipe va apprendre à construire les structures défensives du château. Elle s'intéresse aux ingénieuses inventions des architectes médiévaux, 3, 2, 1, tirez! ainsi qu'aux puissantes armes auxquelles celles-ci ont dû résister. Pour moi, la vocation première d'un château est défensive. Il y a bien sûr les combats directs, mais il faut également penser aux structures architecturales, les moyens de protection, les courtines, les tours, etc. Oui, ce sont bien plus que de simples structures défensives. Ce sont également des éléments dissuasifs qui disent « même pas la peine d'essayer ». Il y a aussi la question de l'efficacité des armes contre un château. Oui. Et celle du nombre d'hommes nécessaires pour le défendre. Il devait falloir de sacrées réserves de nourriture. Il n'y avait pas que des chevaliers et des princesses, mais surtout des gens comme vous et moi. Et la question est, comment va-t-on survivre ? Un château tel que celui de Guédelon aurait été construit pour un riche seigneur désireux de faire étalage de sa richesse et de sa puissance, mais qui aurait également eu besoin que sa maison soit suffisamment solide pour résister à toute attaque potentielle. L'aspect du château est la plupart du temps dicté par ces considérations. Avec ses 9 mètres de hauteur, la courtine protège la cour et les espaces résidentiels. L'entrée se fait par un corps de garde muni de 2 tours qui viennent s'ajouter aux 4 tours rondes qui dominent chaque angle de la muraille crénelée. La plus haute d'entre elles est la tour maîtresse, qui offrira un magnifique point de vue à près de 30 mètres du sol.
C'est le maître d'œuvre Florian Renucci qui est en charge de la structure défensive du château. Il a parcouru le monde afin d'étudier les anciens secrets du travail de la pierre au Moyen-Âge. À certains endroits, la courtine de Guédelon est épaisse de plus de 3,50 m. Aujourd'hui, les maçons placent dans la muraille une pierre particulièrement longue, appelée boutis, destinée à renforcer le mur en cas d'attaque. La boutis sert à connecter le mur de parement à l'extérieur à la fourrure, le matériau de remplissage à l'intérieur. Voici un exemple de boutis. Il s'agit d'une pierre très longue. Vous voyez? Oui, je vois. La muraille doit être très solide. Elle doit résister à l'ennemi. La meilleure manière d'attaquer un château fort, c'est de lancer un boulet contre le mur. Si on ne met pas de boutis, la partie avant de la muraille va s'écrouler. Sur cette section, on voit bien la paroi externe, la paroi interne et au milieu la fourrure. Exactement. On va installer une boutis. Vous nous aidez? Oui, bien sûr. Parfait. Tu te sens fort, Peter? Inutile. C'est la beauté de la chose. Essayez de rester au milieu de la pierre. D'accord. Une pierre lourde pour un château solide. Les boutis ne sont pas placées au hasard. Elles sont disposées à 1 mètre d'intervalle afin d'assurer au mur une solidité maximale. La boutis va au milieu du joint. C'est ingénieux, car la pression est à présent répartie sur 2 pierres. Oui, on doit penser à tout. C'est comme un jeu. Un Tetris médiéval. À Guédelon, le mortier est préparé selon une recette médiévale. Il s'agit d'un mélange d'eau, de sable de la carrière et de pâte de chaux. Contrairement à la chaux industrielle, celle-ci mettra plusieurs siècles à prendre. On était inquiets. Parce que c'est un peu risqué pour maintenir ensemble des milliers de tonnes de pierre. Tout à fait. Ici à Guédelon, nous sommes sans doute les premiers à utiliser cette ancienne recette de mortier. De manière empirique, ils ont découvert que les impuretés d'argile dans le sable de la carrière rendaient ce mortier très efficace. Grâce à l'archéologie expérimentale, vous avez découvert un très bon matériau de construction. C'est ça. Tom étale le mortier grossièrement pour qu'au moment où la pierre y sera déposée, il s'insère dans les crevasses. Si on le lissait, un vide se créerait entre les cavités de la pierre et le mortier, qui ne se toucherait pas. Mais comme il ne le lisse pas, tout va s'agréger et la pierre restera solidement ancrée. Beau travail, Tom. Chaque pierre doit être bien alignée, car cela va encore monter de 4 mètres. Si les pierres sont légèrement décalées, le mur va pencher et finira par s'écrouler. Maintenant, la pierre sera bien ancrée. Bien ancrée. Pour les châteaux, la plus grande menace était les sièges. Ceux-ci étaient bien plus communs que les batailles rangées et pouvaient durer des mois, voire des années. S'ils ne parvenaient pas à entrer par les portes, les envahisseurs pouvaient essayer de passer par-dessus les murailles grâce à des beffrois et à des échelles. Ou par-dessous, en creusant un tunnel. Mais des moyens d'attaque bien plus sophistiqués se développèrent. De la simple fronde au mangonneau, en passant par les couillards et les trébuchets, toute une batterie d'engins de guerre mortels vit le jour. Ces derniers dominèrent les guerres de position durant des siècles, avant d'être finalement détrônés par les canons.
Le plus grand trébuchet connu fut commandé par le roi d'Angleterre, Édouard Ier, pour détruire Stirling Castle durant la guerre d'indépendance écossaise. C'était un monstre qu'on surnommait « loup de guerre ». Démonté, il fallait 30 chariots pour le déplacer. 5 maîtres charpentiers y travaillèrent avec l'aide de 49 ouvriers. Il pouvait envoyer un objet de 130 kilos avec précision. À 50 km de Guédelon, le château de Saint-Brisson abrite une collection de répliques d'engins de siège, dont l'ancêtre du trébuchet, le mangonneau. Les Romains introduisirent des catapultes rudimentaires en France. Mais au XIIIe siècle, avec le développement de la technologie de contrepoids, on vit apparaître de dangereuses machines de guerre capables de lancer des pierres. Lors des sièges, elles servaient à bombarder les troupes défensives et à mettre à bas les murailles du château. L'équipe porte des casques de protection pour le cas où l'engin fonctionnerait mal. Mais combien pèse ce contrepoids? Ça va, Tom? Super! 4 personnes suffisent à manœuvrer un tel contrepoids. Il doit peser 500 kilos. L'énergie pour le soulever est engrangée comme énergie potentielle. Lorsqu'elle sera relâchée, ce boulet d'environ 10 kilos va être soulevé et projeté au loin, à une centaine de mètres environ. Ça a l'air bon. Il doit encore bloquer ça. Voilà. La tension repose sur la cheville. Maintenant, ils peuvent dérouler cette corde afin qu'elle ne retienne pas le bras lors du tir. On déroule la corde. Attention aux manivelles. Ils savent ce qu'ils font. Là, nous sommes en temps de paix. Mais ce devait être bien différent au cœur de la bataille. Avec les cris, le bruit, Oui, la corde ou le bois pouvaient craquer. tenez. Le boulet est placé dans la fronde, prêt à être projeté. Ne restons pas là. On s'écarte. Reculez encore. Jusqu'à la zone de sécurité. Imaginez-vous, au milieu des combats, là, Oui, Celui qui tire la corde doit se sentir bien seul. le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, tirez! Regardez cette énergie résiduelle. oui. Il faut bien calculer le rapport entre la longueur du bras et celle de la corde. Sans quoi, le boulet pourrait partir en arrière au lieu d'être projeté en avant. Mais si on analyse, ce sont des poutres assemblées, un boulet taillé Oui, et de la corde comme on en a fabriqué sur le et chantier. les calculs sont les mêmes que pour les maçons. C'est à la fois très simple et plutôt sophistiqué. Si vous savez construire un château, vous savez comment l'attaquer. Ça ressemble à la course à l'armement actuelle. Plus les châteaux étaient solides et évolués, plus les armes de siège devenaient puissantes et élaborées, l'un entraînant l'autre toujours plus loin. Ce n'est pas très rapide en revanche. Non. Malgré leur lenteur, au Moyen-Âge, ces puissantes machines de guerre étaient très redoutées. Rien qu'à leur vue, certaines villes fortifiées se rendaient même. Bien. On va jeter un œil? Les projectiles pouvaient être des pierres taillées, des boulets de mortier comme celui-ci, mais également des carcasses d'animaux putréfiés destinés à propager des maladies, et même des têtes de soldats vaincus pour miner le moral des troupes. C'est drôle, ça n'a fait qu'un tout petit trou. Mais contre un mur de pierre, il fallait sans doute continuer jusqu'à ce qu'il soit fragilisé. Oui, c'est la technique du marteau. Ce n'est pas une grosse explosion, c'est... Il faut frapper, 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 jusqu'à ce que ça cède.
Non seulement Tom est archéologue, mais il est aussi réserviste de la marine royale anglaise et s'intéresse particulièrement à l'histoire militaire. Il s'est penché sur les armures que portait un soldat ordinaire au XIIe siècle. En effet, tout le monde ne pouvait pas se permettre de porter les casques métalliques et les cottes de mailles des riches seigneurs et chevaliers. Une forme plus élémentaire de protection était donc habituellement portée pour le combat. Le gambison, une tunique de lin rembourrée avec de la laine. Tom se rend à la hutte. Ruth a décidé de lui confectionner un gambison. Tout commence avec de la laine de mouton. Je m'attendais à une cotte de maille et à une armure. Mais apparemment, il n'en est rien. Non. Il s'agit plutôt d'une armure en tissu. Une armure en tissu? Oui. Et c'est bien ça? Tu devrais en être satisfait. On dispose plusieurs couches de lin, puis une grosse couche de laine préparée, et encore plein de couches de lin. Enfin, on coud le tout ensemble très serré pour que ce ne soit pas épais et aéré comme un duvet. Oui, on compacte. Oui, mais compacté en quelque chose de très dense. C'est l'ancêtre de l'armure moderne. C'est un juste équilibre entre protection et maniabilité, tout en couvrant le corps au maximum. Et voici l'ancêtre du Kevlar, du gilet pare-balles. Allons-y. L'un des éléments visuels typiques des châteaux forts médiévaux étaient leurs archères. La forme caractéristique de ces simples fentes dans le mur protégeait les archers et leur donnait un avantage certain. Parfait. Le maçon de Guédelon, Constantin Lemel, a spécialement façonné une pierre pour la construction d'une archère sur l'une des tours d'angle. Avant de fixer la pierre, il faut s'assurer qu'elle a les bonnes dimensions. Elle est en place. Je l'aurais vu dans l'autre sens. Non, il faut alterner. D'abord une face longue, puis une courte. Et inversement, après une courte, une longue. Croiser les pierres permet de renforcer la structure. Je vois. La forme en entonnoir, qui se termine par une ouverture d'à peine 8 cm de large, était une cible très étroite pour les assaillants. En revanche, les défenseurs pouvaient observer sans être vus. Les archères étaient inclinées vers le bas, ce qui permettait aux archers de voir les assaillants même au pied de la tour. Si c'était comme ça, par exemple, on ne pourrait pas... On ne pourrait les atteindre qu'au loin. Oui, tirer sur l'ennemi. Sauf si on est sur une échelle. Ils pourraient se tenir au pied de la tour sans être inquiétés. Sans risque. J'imagine que cette fente fragilise le mur, constituant un point faible pour le château, d'où ce besoin de le renforcer. On dit qu'au XIIIe siècle, les tours rondes étaient très résistantes en cas de jet de boulet. Parce que lors de l'impact sur la tour, la forme arrondie permettait d'amortir mieux le choc. La pression est répartie. Le boulet atterrit sur cette surface bombée et les autres pierres absorbent le choc. Oui, exactement. Si Peter et moi tirions des flèches, elles se fracasseraient à tous les coups. Est-ce qu'il est seulement possible de faire entrer une flèche ou un carreau? C'est ça le truc. Quand on attaque, on veut savoir si, à défaut de tuer quelqu'un, on va au moins le blesser à l'intérieur. Quand il sera achevé,
le château comptera en tout 40 meurtrières. Afin de tester leur efficacité, Peter et Tom vont devoir trouver l'arme appropriée. La plus célèbre de l'époque était l'arbalète. Apparue en Chine au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est qu'au XIIIe siècle qu'elle se répandit dans l'arsenal de siège en Europe. Elles ont sans doute été introduites en Grande-Bretagne lors de la conquête normande. Elles étaient moins efficaces que les arcs, car beaucoup plus longues à recharger. La cadence de feu était bien moindre. Au cœur d'un champ de bataille, elles étaient inutiles, mais lors d'un siège, c'était une autre histoire. Protégées derrière un mur, vous aviez du temps. N'importe qui pouvait s'en servir, sans entraînement ni talent particulier. En 1199, Richard Cœur de Lion trouva la mort après qu'un jeune homme lui a décoché un carreau d'arbalète dans l'épaule. L'infection lui fut fatale. L'arme rendant les chevaliers aussi vulnérables que de simples fantassins, certains la condamnèrent car elle faisait voler en éclats les conventions de la chevalerie. Mais cela n'empêcha pas la fabrication d'arbalètes de devenir une véritable industrie au XIIIe siècle. En Grande-Bretagne, l'arbalète a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à quelques artisans spécialisés comme le facteur d'arc, Chris Jury. Voici la section de bois qui constituera l'arc de l'arbalète. De quelle essence? Du bois d'if. Sans doute le meilleur bois pour un arc. Il y a toujours de l'aubier et du bois de cœur. L'aubier est tendre et possède donc une bonne flexibilité, tandis que le bois de cœur est plus dur et donc plus rigide. Les deux se combinent naturellement dans le bois pour former un ressort naturel. Chris utilise une wastringue pour retirer l'écorce. J'imagine qu'à l'époque médiévale, il existait un système de production à la chaîne. Les apprentis devaient commencer à l'âge de 13-14 ans. Au bout de 7 ans, vous deveniez compagnon, puis vous passiez maître dans l'art de fabriquer des arcs et n'aviez quasiment plus à mettre la main à la pâte. Vous laissiez votre apprenti s'en charger. Comme je suis ton apprenti, est-ce que je peux essayer? Oui, bien entendu. Il faut y aller en douceur, mais tout en appuyant un peu. Oui, c'est une tâche délicate. Il faut retirer l'écorce, mais sans couper dans l'aubier. J'en enlève des morceaux. Ne regarde pas. Je vais y aller plus doucement. L'étape suivante consiste à amincir l'arc à l'aide d'une hachette. On voit que tu as déjà utilisé une hachette. Tu te débrouilles mieux qu'avec une wastringue, si tu me permets. Si ça continue, je vais faire une bêtise. Tu as besoin de tes 10 orteils? Fais comme si c'était une de tes jambes. Ça y est. C'est bon, c'est bien. Je force un peu? Oui, continue. On utilise ensuite une plane pour lisser et arrondir l'arc. C'est ça, arrondis-le. C'est encore trop épais, tu peux continuer. C'est comme pour tout. Il faut bien observer, comprendre le matériau qu'on travaille et les outils, et on finit par prendre le coup de main. Oui, et la hachette, la wastringue ou la plane sont des outils idéaux, car ils suivent la fibre. Ils semblent rudimentaires, mais font plutôt bien leur boulot. Tu comprends pourquoi l'apprentissage durait 7 ans? C'est vraiment une tâche très technique. Oui. Ça commence à prendre forme. Si tu as bien fait ton travail, il devrait se bander de manière régulière. Je crois que j'ai fait de l'excellent travail. Ouais, ça a l'air pas mal du tout. Le charpentier Sam Rooney est venu de Nouvelle-Zélande pour travailler à Guédelon.
Il profite de son temps libre pour confectionner des arcs traditionnels. Aujourd'hui, Sam et Ruth tentent de fabriquer une flèche d'arbalète, plus connue sous le nom de carreau d'arbalète. Plus petit et plus lourd, il est également plus mortel qu'une flèche ordinaire. Quand on pense à une flèche ou à un carreau, on imagine un petit bâton. Pourquoi commences-tu avec un gros rondin? Ça permet de fabriquer plus de flèches à la fois. On peut diviser plusieurs morceaux de bois en de plus petites baguettes que l'on va arrondir. Ça a du sens, il faut les fabriquer en quantité. Quand un château a besoin de 20 000 flèches, Oui. ça prendrait un temps fou d'aller trouver 20 000 bâtons ayant la bonne taille et la bonne forme. Il faudrait une armée de gens pour aller ramasser des branches. Alors qu'avec 2 ou 3 arbres, c'est faisable. Exactement. C'est logique. Oui. Tu les caries pour le moment? Oui, je vais les carrir. Avec une scie à ruban médiévale. La fine planche est ensuite débitée en baguettes qui seront taillées pour devenir des hampes de carreaux. Et puis on forme des cylindres, comme celui-ci. D'accord. Il est quasiment fini. Ce sera cylindrique comme ça? Oui. On va percer un petit trou à l'extrémité. Une pointe métallique y est ensuite insérée. Ça ne donne pas envie de se faire transpercer. Quelle horrible petite chose. Enfin, on pratique une incision afin de l'empéner. On sait qu'en 1250, le principal fabricant anglais produisait 25 000 carreaux par an, et jusqu'à 100 en une seule journée. C'est un travail considérable. Oui, plutôt. Le tir à l'arc est encore très présent dans la vie moderne. Pensez notamment aux noms de famille anglais comme Bowyer, Fletcher, Stringer, Archer, mais également dans de nombreuses expressions comme faire flèche de tout bois ou avoir plusieurs cordes à son arc, qui sont des termes du tir à l'arc. La touche finale consiste à chauffer une colle médiévale composée d'un ingrédient inhabituel. C'est composé à partir de vessie de poisson qui a été séchée. Je mets un peu de colle ici. On enduit le cuir avant de le glisser dans la fente. C'est ça, ouais. Et voilà, Et voilà. un carreau d'arbalète. Eh bien, merci beaucoup. Je vais aller l'essayer. D'accord, bonne chance. Merci Sam. À la fin du XIIe siècle, une nouvelle forme d'arbalète vit le jour. L'ajout d'un étrier métallique permettait à l'arbalétrier de tenir l'arme avec son pied pour tendre la corde, soit à 2 mains, soit à l'aide d'un crochet de ceinture. C'est ce que l'on appelle bander l'arc. Peter va fabriquer un de ces étriers avec Martin Claudel, qui est forgeron à Guédelon depuis 4 ans. On utilise le procédé de forge à 2 marteaux. Le forgeron est celui qui pense. Avec son marteau, il frappe le métal et le tourne. Le frappeur, lui, a une masse. C'est moi, et je déteste ce poste. Je n'ai pas le sens du rythme. Bref, il frappe, je frappe. Il frappe, je frappe. Et quand il tape sur l'enclume, j'arrête. On est bon? À toi. C'est parti. Peter et Martin vont aplatir le fer par martelage, puis le cintrer afin de forger 4 coins et d'obtenir ainsi une forme d'étrier. On s'en sort bien. Ça commence à prendre forme. On a fait un coude. Maintenant, il va souder les 2 extrémités. Il va pratiquer 2 fentes dans le métal pour qu'elles se connectent.
Puis il va les chauffer et les frapper le plus fort possible, afin qu'elles s'agrègent en une seule pièce de métal. Et ainsi, on obtient une soudure très solide. Elle doit être très résistante. Il ne faudrait surtout pas qu'elle lâche au moment de mettre le pied et de tirer sur l'arbalète pour l'armer. Il augmente la chaleur pour que le métal devienne blanc. Il fait sombre ici pour qu'il puisse voir la couleur. Et voilà. C'est fantastique. Tu es satisfait? Tout à fait. Ruth a recruté de l'aide pour coudre le gant-bison de Tom. Bonjour. Salut les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu fabriques des couvertures? Je croyais qu'elle te confectionnait une armure. C'est ce qu'on fait. Très lentement. Là, ce sont les premières couches de tissu cousues ensemble, avec la laine dessus. Moi, j'ai commencé à coudre les couches du dessus sur l'autre pan. Il y a donc un pan avant et un pan arrière. C'est ça. Et dès qu'on coud, on voit que ça compresse le tout. Sentez la différence. Ici, c'est souple et aéré, Oui. puis touchez la partie cousue. D'accord. Tu vois? Il vaut mieux se battre en hiver. Ça a l'air de tenir chaud. Oui, plutôt. Et tu n'es pas prêt de te battre. Vous imaginez, ça m'a pris toute la journée. Je n'ai rien fait d'autre aujourd'hui. Qui portait le gant-bison? Il était porté par le soldat ordinaire, mais aussi par les plus riches, sous leur cotte de maille. Par pas mal de gens, en fait. D'accord. Si j'étais sur le chemin de garde avec mon arbalète, je me sentirais plus rassuré en portant ça qu'un simple t-shirt. Et comment? Au XIIIe siècle, la confection de gants-bison était tout un art et était effectuée principalement par des hommes. Tu gardes ton bras droit en dessous et tu piques pour faire le point. Tends le tissu avec ta main gauche. Nom d'un chien. Tu l'as dit. Ce n'est pas bon, regarde. Tu es remonté là. Je ressors? C'est ça. Il faut faire une ligne. D'accord. Ce n'est pas son fort. Ouais, au moins j'essaye, moi. Tout à fait, continue. Encore raté. Essaye encore. C'est au petit bonheur la chance. Ah, c'est bon. C'est mieux. Ça ira comme ça, c'est bon. C'est vrai? Il faut tirer fort, mais sans casser le fil. Formidable. Et tu repiques. Je repique. C'est ça. Et récupère-la avec l'autre main. Je ne t'envie pas pour un sou. C'est fastidieux, hein. Oh que oui. Chris a presque fini de confectionner son arc. Et voilà ton arc, joliment taillé, finement fuselé et poli. À présent, on doit vérifier l'équilibrage. L'arc est prêt à être tendu à l'aide d'une barre de tillering. Si l'arc n'est pas taillé de manière régulière, il pourrait se briser. On va observer la courbure de l'arc. Il faut repérer les points de faiblesse avant qu'ils ne posent problème et les poncer. Même après tout ce travail, son efficacité n'est toujours pas garantie? Non, il peut toujours y avoir un défaut technique. C'est tout l'art du facteur d'arc. Il faut avoir l'œil aiguisé pour détecter tout point rigide sur la courbure. Elle me semble pas mal à moi. Alors on est bon, ça fera un bon arc de tir. La profondeur des douves, ainsi que la base inclinée de la muraille,
sont destinés à compliquer l'approche du château. Le seul moyen d'atteindre la porte principale est de traverser un pont de 3 mètres de hauteur enjambant la douve. La cohésion de cette structure est assurée par un modeste élément, le clou. Il en a fallu 677 pour construire le pont. Ils ont été forgés sur le site par Martin le forgeron, qui fabrique tous les clous nécessaires pour les portes et les fixations du château. Inspiré par une histoire populaire du Moyen-Âge, Ruth se rend à la forge. Je vais essayer de fabriquer un clou. Croyez-le ou non, il s'agit d'une activité féminine. L'histoire veut que lors de la crucifixion du Christ, le forgeron à qui l'on demanda des clous refusa d'en fabriquer, mais que sa femme se proposa de le remplacer. C'était une histoire très populaire au XIIIe siècle, d'où l'abondance de représentations montrant des femmes en train de fabriquer des clous à la forge. Elles étaient souvent diabolisées, enlaidies et affublées de gros nez crochus, mais elles étaient vêtues comme moi. Combien de clous peut-on obtenir avec ce petit morceau de métal? Une dizaine? Peut-être 20? Beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je comprends mieux pourquoi les meubles étaient tous fabriqués en bois avec des chevilles en bois. On utilisait seulement des clous quand c'était vraiment nécessaire. Oui, c'est un objet précieux. Curieusement, quand on pense aux artisans de l'époque, on imagine qu'il s'agissait toujours d'hommes. Mais si vous regardez les listes des corporations à Londres ou à Paris, vous verrez qu'un nombre impressionnant d'activités étaient dirigées par des femmes. Il y avait des femmes forgerons. Une fois le fer rougi au feu, il devient plus malléable et peut être travaillé. C'est presque bon. C'est presque bon. Ruth va s'essayer à la forge à 2 marteaux avec Martin. Je peux à peine lever cette masse. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le moment de vérité. Je monte sur une poutre, car je suis petite. Pardon. Je ne suis pas très douée. Oh, la catastrophe. C'est bon. Martin est en train de le remodeler, car comme je ne visais pas bien, j'ai fait quelques bosses sur le côté. Il était un peu énervé. Il rattrape toutes mes... Le métal est chauffé encore et encore. Il est bien pointu. Il prend peu à peu forme avant d'être coupé. Puis, on façonne la tête. On le cloue. Et voilà. On le redresse. On le plonge dans l'eau pour le refroidir. Simple comme bonjour. Je comprends pourquoi au XIIIe siècle, on utilisait le moins possible de clous. C'est un tel travail. Il faut que l'étrier soit bien aligné. Pour achever l'arme, l'expert en arbalète Robin Knight assemble l'étrier métallique de Peter et l'arc en bois d'if de Tom sur un manche appelé arbrier. La fabrication d'une arbalète fait appel à différents savoir-faire. Un forgeron pour l'étrier,
Un facteur d'arc. Il n'existait pas de facteur d'arbalète à proprement parler. Quelqu'un préparait l'arc, le forgeron la ferronnerie, un autre homme la corde. Le nom de famille Cordier vient de là. Celui qui était au bout de la chaîne assemblait toutes les parties sans savoir comment chacune d'elles avait été fabriquée. Avant, on appelait les corporations des mystères. Et pour lui, tout cela restait un mystère. C'est aussi simple que ça. Il ignorait comment c'était fabriqué. Un groupe d'individus au savoir-faire bien spécifique, Tout à fait. mettent en commun une sorte de kit pour arbalète. Puis un homme Assemble le tout. Ce qui différencie l'arbalète de l'arc, c'est qu'on n'a pas besoin d'être particulièrement fort ou habile pour s'en servir. Ni entraîné. L'apprentissage commence vers l'âge de 7 ans. Il suffit d'une demi-journée pour former un arbalétrier. Et il aura la même capacité de tuer qu'après 15 ans d'entraînement. L'Église avait interdit cette arme, je crois. On ne pouvait l'utiliser contre des chrétiens, seulement contre les païens ou les sarrasins. Personne n'aimait les arbalètes, mais il y a des toqués comme moi qui les aiment bien. Il n'y a plus qu'à l'armer. C'est l'heure de vérité. Oui, l'heure de vérité. L'étrier est bon, Bien. le pied est dedans. Bien. Prêt? Nom d'un chien. Plutôt pas mal, non? Elle a l'air solide. Une vraie machine de guerre. Au château, l'équipe est pratiquement prête pour un combat de siège. Certains se la coulent douce pendant que les autres travaillent. Ton étrier est là. Je vais m'asseoir entre vous. De la belle ouvrage. Ça t'étonne? Ouais. J'avoue que ce n'est pas vraiment moi qui l'ai assemblé. Voici notre machine à tuer médiévale. Le mécanisme de détente est long. En effet. Voici notre munition. Je vois. Elle a l'air plutôt mortelle. C'est vraiment effrayant. Imaginez que vous la trempiez dans des déjections animales ou autres. Vous obtenez une arme biologique. Même si vous ne tuez pas la victime d'emblée, vous l'infectez et causez des dégâts. Une vilaine arme. Ça existait, ça? C'est on ne peut plus vrai. Ruth, où en est le gambison de Tom? Il est loin d'être fini. C'est ça, là? Le pan avant, oui. Je l'ai ajusté. Pas mal. J'ai fait les ourlets. C'est assez rigide. La taille est bonne? C'est lourd. Je dois bander mes muscles. Allez, ajuste-la. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le dos. J'ai abandonné l'idée de te faire des manches. Je comptais en confectionner un complet, mais... Là, non, désolé. Ce sera une camisole de force sans manches. J'ai trouvé un vieux gambison en fin de vie, si tu veux en essayer un complet. Mets-le à Peter. Oh non. Il est un peu vieux et odorant. Tout à fait ton style. Il sent un peu. On dirait qu'il est vivant. Et sans le fauve. On dirait une camisole. Oui, mais qui ne s'attache pas. Elle est bien plus souple que l'autre. L'étoffe est plus flexible. Je préfère la mienne, elle est plus propre. Ça, c'est sûr. Boutonnez-la. On dirait vraiment une camisole. On commence par le haut, je serre. Imaginez ces types qui devaient enfiler ça en 4e vitesse. C'est du travail d'équipe en fait. C'est bon comme ça. Qu'en dis-tu? Ouais, c'est Essayant. c'est pas mal. La couleur aussi. Tu te sens fort? Ouais. Il y a quelques trous. Ceux qui en avaient les moyens couvraient encore leur gambison d'une cotte de maille pesant une dizaine de kilos. Il n'y a pas 36 solutions. Ah non, c'est vraiment... Tends ta main vers la droite. Mes cheveux sont coincés. Ah, je vais être chauve après ça. Tu y arrives?
On a loupé la manche de ce côté. C'est très chic. Je tire la manche. Et voilà. Tu arrives à bouger? Ça va, Tu n'es pas trop engoncé? ça peut aller. Mais c'est lourd. Oui, c'est lourd. Enfin, pas tant que ça, je peux toujours... Oui. Ça protège mieux que je ne l'aurais cru contre une chose pareille. Oui, c'est épais. Ça va, même pas mal. Je vais prendre de l'élan. Tu ne risques pas grand-chose lors d'une attaque. Non. Regardons-le retirer ça. On ne l'aime pas alors? Non, Désolé, Peter. non, c'est là qu'on s'amuse. Allons-y. J'ai vu beaucoup d'images d'époque de types tentant de retirer leur cotte de maille. Vas-y. C'est parti. Allez. J'ai passé des années à l'asile. C'est exactement ce que montrait l'image. C'est ça. Incroyable. Bravo. Tu m'impressionnes. Un sacré poids en moins. L'équipe va procéder à un test plus poussé en tirant à l'arbalète sur le gambison. Quel soulagement de ne pas être face à une véritable armée d'envahisseurs du XIIIe siècle. Ce devait être terrifiant. Tiré avec une arbalète très puissante, un carreau pouvait être aussi mortel qu'une balle ou un obus. Prends-la sur l'épaule. Mets le pouce ici. Il est un peu trop réaliste. Il n'a pas de tête. C'est affreux. C'est une toute petite tête. Allez, c'est parti. D'accord. 3, 2, 1. Je l'ai manqué. Je te recharge, ma grande. Peter. En dessous, 3, 2, 1. joli. T'es méchant. Méchant. Je l'ai penché un peu. Oui. On va jeter un œil? Oui. Qu'est-ce que ça donne? Il a traversé le tissu. Oui, on dirait bien. De ça, je pensais qu'il pénétrerait jusqu'à l'empennage. Je croyais que ça le transpercerait. Ce principe de couche du gambison semble vraiment efficace. Bien que certains sièges se gagnaient par la force, quelque chose de bien plus simple forçait souvent les assiégés à se rendre. En réalité, la chute d'un château était plus souvent due à la famine qu'aux engins de siège. En 1215, à Rochester, les assiégés tenaient bon. À l'extérieur, le roi Jean d'Angleterre avait rassemblé 5 trébuchets qui pilonnèrent les murs 2 mois durant. À l'intérieur, la nourriture vint à manquer. Ils décidèrent donc de manger leurs chevaux de combat, qui coûtaient très cher. Ce n'est qu'après les avoir tous mangés qu'ils se rendirent. La nourriture était donc un élément crucial dans la stratégie de défense. Voilà pourquoi la tour maîtresse dispose de son propre garde-manger ainsi que d'un puits. Elle représente l'ultime bastion du château. Si les murs venaient à tomber, il serait possible de s'y réfugier. Dans le logis attenant à la tour maîtresse se trouve la cuisine. C'est là que Ruth commence à préparer un repas qui redonnera vigueur à nos guerriers.
De leur côté, Peter et Tom sont sur le point de tester les archères de la tour maîtresse. L'ouverture de tir est très étroite. On essaie vraiment de viser quelqu'un ou on se contente déjà de faire sortir les carreaux? On voit pas grand-chose. Une seule chose à faire. Ouais, se lancer. Tu vises quelque chose à l'extérieur? J'essaie déjà de viser l'ouverture. Le carreau est sur la corde. Ça fuse! Dans cet environnement, ça semble plus puissant et plus rapide. D'un point de vue défensif, voir jaillir une telle chose de la meurtrière doit être très effrayant. Satisfaits de la capacité défensive des archères de Guédelon depuis l'intérieur, Tom et Peter décident de vérifier leur résistance à l'attaque depuis l'extérieur. Crois-tu qu'on arrivera à viser juste? Heureusement, on ne nous tire pas dessus et on ne nous jette pas des pierres. Je pense qu'on y arrivera en 6 fois. On se lance? Allons-y. C'est parti. Tu la charges pour moi? D'accord. Carreau en place. C'est sur la corde, c'est chargé. C'était nul. Ben non. Après de nombreuses tentatives, un carreau passe en plein dans le mille. Un exploit cependant bien plus difficile à accomplir en pleine bataille. Bravo. Un coup de chance. C'était tout de même très haut dans la fente. Sans doute au niveau de la tête, à l'intérieur. Oui. Au niveau architectural, les archères fonctionnent. De l'intérieur, on peut tirer dehors. En revanche, de l'extérieur, tirer dedans n'est pas impossible. Mais y parvenir reste un coup de chance. Alors que Peter et Tom retournent sur le chantier, dans la cuisine du château, Ruth leur prépare le repas typique du guerrier médiéval. Pour savoir ce que mangeait un soldat du XIIIe siècle, nous devons faire des conjectures en croisant de nombreuses sources. Il s'agissait principalement de porc. Cette viande était considérée comme la nourriture la plus compatible avec le corps humain. Au Moyen Âge, on pensait que l'estomac d'une personne de haut rang digérait la nourriture différemment de celui d'un homme ordinaire. Il fallait donc que leur nourriture soit cuite de manière distincte. Pour de simples soldats, on met tout. Le gras, la peau, la moelle. Tout est bon pour un corps de combat robuste. Ce bouillon ou potage n'est composé que de porc, d'oignons, de fèves et de quelques herbes. Et on laisse mijoter ça pendant 2 heures. Ce sont pratiquement les mêmes ingrédients, le porc, les fèves et les oignons qui composent un repas digne d'un seigneur. En revanche, la méthode de cuisson diffère. Au XIIIe siècle, on voyait l'estomac comme un chaudron qui devait cuisiner la nourriture. On estimait donc qu'en cuisant cette nourriture auparavant, on favorisait ce processus. Pour le seigneur, on commence par bouillir la viande. Puis on la passe à la broche, j'en suis à cette étape. Et une fois qu'elle est bien rôtie, on la retire du feu, on la coupe et on la frit légèrement. C'est encore un peu rosé.
à point comme on dit. Cela correspond à un tour de broche. Puis, on va la faire frire rapidement. On dit frire, mais il s'agit plutôt de la braiser. Ce n'est pas long. Environ 2 minutes et c'est bon. Accompagnée des fèves et parsemée de feuilles de pissenlit, elle fera d'eux les plus redoutables guerriers de la chrétienté. La journée touche à sa fin et il est bientôt temps de ranger les outils. Mais d'abord, une livraison un peu particulière au sommet de la tour. Ton plat sent jusqu'ici. Je ne sens que la fumée. À point nommé. Oh, une marmite. Les couverts, Passe-moi ça. des oignons frits, C'est pour Tom. des fèves, Ça, c'est pour moi. du porc. Un repas bien équilibré. Tout à fait. Alors, tu te situes où sur l'échelle sociale? Moi, je sais où je suis. Moi, je vis à la dure pour l'instant. Au fait, les feuilles de pissenlit sont associées à la planète Mars. Vous allez devenir des bêtes de guerre d'ici à la fin du repas. Ah, je vois. On va commencer par le menu des hommes d'armes. Oui. Je sais que t'es un homme. Enfin, si tu te mets enfin un peu au travail. J'avale ça et je me mets au boulot. Je vais piquer un peu de ce porc triple cuisson. Faut entretenir ton ventre. Ce serait plus joli avec des assiettes en argent et de jolies serviettes, mais peu importe. C'est un menu rustique. Je ne fais pas trop dans les plats élaborés. Quand tu te retrouves de garde sur la courtine, ce type de ragoût est sûrement le bienvenu. Tu ne réfléchis pas, c'est agréable, ça te réchauffe. J'imagine que quand on est assiégé, c'est un super repas, le premier jour. Mais au 4e, on jette un œil aux réserves et on se demande qu'est-ce qu'il nous reste. Surtout si c'est dur. La nourriture est une véritable arme de guerre. Tout à fait. Prochainement, vous découvrirez comment les intérieurs du XIIIe siècle étaient décorés. Il y aura de la boue, de la peinture et un four ardent. Imaginez ce qu'était un monde sans électricité.